Si nous sortons de l'Union européenne, nous pourrons rétablir une monnaie qui sera à la mesure de nos intérêts et notamment de notre compétitivité. Nous pourrons rétablir un contrôle aux frontières, ce qui nous permettra de réindustrialiser. Parce qu'actuellement, Macron, il a fait aussi... Vous savez, c'est ça que je trouve épouvantable, en fait, avec Macron, comme avec les Républicains. On parlait tout à l'heure, Macron, il parle de décivilisation. Bon, il parle de réindustrialisation. Il parle toujours de refondation, révisiter. Mais c'est des mots. Bon, réindustrialiser, bien sûr qu'il faudrait réindustrialiser la France. J'ai vu que Jean-Pierre Chevènement a dit là, il y a quelques jours qu'il faudra au moins 50 ans. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que si nous sommes dans la situation d'avoir 9% de notre PIB qui est de secteur industriel, nous le devons à des gens comme Macron et comme ses prédécesseurs, comme Hollande, comme Sarkozy, des gens, ou même Chirac qui a approuvé le traité de Maastricht. C'est-à-dire qu'il va bien falloir à un moment chercher quelles sont les responsabilités. Les responsabilités, ce sont les gens qui, à partir de l'acte unique de 1986, promu par Jacques Delors et accepté sous Mitterrand et accepté par Chirac, Premier ministre, c'est à partir de l'acte unique de 86 qu'on a accepté la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est de là que date le début de désindustrialisation de la France, qui a ensuite été gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992. Donc, la moindre des choses, c'est que on ne peut pas faire confiance à des gens qui sont à l'origine des problèmes pour prétendre qu'ils les réparent. Monsieur Macron, il nous dit qu'il va réindustrialiser, mais alors il cite que, je sais pas quoi, il y a une usine de fabrication de piles de batteries, pardon, il va se créer, mais sous capitaux chinois. C'est pas de la réindustrialisation, c'est de la colonisation économique. Quand on se félicite que la France soit, paraît-il, une des premières destinations d'investissement au monde, c'est bien et c'est pas bien, parce que si c'est pour acheter des entreprises à la découpe pour ensuite les revendre, comme c'est souvent le cas, ou bien des investissements qui ont pour objet de mettre la main sur certains de nos joyaux nationaux qu'on est en train de démanteler, comme par exemple EDF, mais c'est mal tout ça. Moi, je ne me réjouis pas que la France soit particulièrement le premier État d'investissement direct de l'étranger. Pour réindustrialiser, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne peut être, si c'est une réindustrialisation saine, ça ne peut être que le fruit d'une réflexion d'actionnariat d'entreprise qui se dit qu'elle a davantage intérêt à développer son industrie en France. Et donc, elle ne peut le faire qu'à condition que nous soyons protégés d'une certaine façon de la compétition mondiale. D'ailleurs, on fait comme si c'était une règle générale, la libre circulation des mouvements de capitaux, etc. Mais non, ce sont les pays de l'OCDE qui ont fait ça sous influence américaine, encore une fois. Et le traité de Maastricht de 92 n'est en définitive que l'application régionale de directives venues des États-Unis. Ils ont imposé la même politique de libre circulation des mouvements de capitaux, donc de délocalisation vers des pays à très bas coût de salaire et de charges sociales. Ils ont imposé la même chose au Japon. Moi, j'ai vécu au Japon à la sortie d'HEC. J'ai fait mon service national en tant que volontaire du service national actif pendant 1 an et demi au Japon, à Tokyo, 1981. C'était vraiment, comme on dit en américain, the place to be. C'était vraiment l'endroit où il fallait être à l'époque. C'était 3/5 de la superficie de la France, hein, le Japon. C'était un pays qui représentait 3/5 du PIB des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était un dynamisme extraordinaire. Il y avait eu le premier Walkman Sony. Il y avait une inventivité absolument constante. Bon, si vous retournez, j'adore le Japon. C'est un pays que c'est vraiment un des grands. Enfin, je connais beaucoup de pays du monde, mais ça, celui-là, j'y ai laissé une petite partie de mon âme. Mais j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps. J'avais été reçu par le Naoto Kan, le premier ministre du temps de Fukushima, qui m'avait reçu, était redevenu député. Maintenant, c'est un pays qui est en plein désarroi, il perd 100 000 habitants par an. C'est un pays qui est à l'arrêt. C'est affreux. Moi, qui ai connu le Japon de 80, le Japon de 2020, j'y suis retourné, c'était en 2018. C'est affreux. C'est comme comparer la France des années 60,
où il y avait une croissance économique, il y avait des plans, des constructions d'autoroutes, de programmes nucléaires, etc., ce qui est devenu la France. On est passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 38% à 9% de PIB industriel. Donc, cette politique-là, d'ailleurs, elle a pénalisé aussi les États-Unis d'Amérique, qui sont aussi en voie de désindustrialisation. Et ce que l'on ne dit pas assez, je termine mon propos, c'est que les pays qui réussissent aujourd'hui, notamment les pays d'Asie du Sud, je pense à la Chine, sont des pays qui n'appliquent absolument pas la libre circulation des mouvements de capitaux. Ils acceptent des investissements moyennant des transferts de technologie avec des partenaires où ils sont majoritaires au capital. C'est eux qui gardent la main, c'est eux qui gardent le contrôle, pour reprendre l'expression de Boris Johnson reprise par les Républicains. C'est eux qui décident de tout. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Macron, c'est comme quand il parle de décivilisation. En fait, il se critique lui-même. On ne peut pas prétendre reciviliser la France si on a un président de la République qui se comporte comme un gougnafier et qui dévalorise constamment sa fonction. De la même façon, pour réindustrialiser la France, il faut rompre avec les politiques de démantèlement de toutes nos protections depuis 1986. C'est de ça qu'il s'agit. Et Macron, il est, comme pour la décivilisation, il est le moins bien placé pour procéder à cette réindustrialisation. Juste très très rapidement, avant qu'on passe à un autre sujet, mais est-ce que vous pensez qu'on ne met pas en place un rapport de force que les autres nous imposent déjà ? Précisez votre... Est-ce qu'on ne veut pas, on va dire, vous parlez là actuellement de la Chine, du rapport économique qu'on peut avoir à la Chine, que eux en soi nous exportent énormément et que nous, d'une certaine manière en France, on dit non, il ne faut pas se protéger de la Chine parce que après on aurait des mesures de rétorsion. Sauf que eux appliquent déjà ces formes de protection. Et donc, est-ce que d'une certaine manière, on n'utilise pas les armes qu'ils utilisent déjà, de peur qu'ils utilisent ce qu'ils utilisent déjà? Oui, c'est un peu compliqué. Encore une fois, qui est à l'origine de quoi dans toute cette histoire? Moi, je suis allé en vacances à titre individuel avec ma femme en 1988 en Chine populaire. 1988. Donc c'était il y a 12 et 23, ça fait 35 ans. Un gros tiers de siècle. Je peux vous assurer que la Chine populaire de 1988, c'était un PMA, comme on dit, un pays, un des pays les moins avancés, ce qu'on appelait les Asian catégories. Pékin était... il n'y avait aucune voiture individuelle, il n'y avait que des cyclistes, il y avait... les habitations étaient vétustes, etc. Et dès qu'on allait dans les provinces, c'était, je me rappelle être allé à Datong, c'était en Mongolie, enfin la partie de la Mongolie qui fait partie du territoire de la République populaire de Chine. C'était une misère noire. Voilà. C'était vraiment des gens qui vivaient à l'état presque extraordinairement rudimentaire. Vous n'aviez pas de tout à l'égout, pas de trottoir, pas de rue macadamisée. Vous aviez des maisons qui étaient vous aviez des gens en loques, des gens qui étaient hébétés, ils étaient peut-être allés à l'école et encore, ils n'avaient pas de télé, pas de radio, ils étaient hébétés. C'est ça la Chine de 1988. Bon. Maintenant, c'est la première puissance industrielle mondiale en parité de pouvoir d'achat. Bon, donc il s'est passé quelque chose en 35 ans. Ce qui s'est passé en 35 ans a été une volonté absolument déterminée du monde occidental derrière les États-Unis d'Amérique qui a voulu maximiser le profit à court terme des détenteurs de capitaux en Occident contre l'intérêt de leur propre population. Il faut comprendre, d'ailleurs, c'est un des effets nocifs des retraites par capitalisation, c'est que les grands fonds de pension américains, qui ont maintenant des centaines et des milliers de milliards de dollars à placer, les fonds de pension américains ont intérêt, pour payer la retraite de Madame Smith, qui est retraitée de la fonction publique de Californie, elle est à San Diego au bord de sa piscine, eh bien, ils ont intérêt à maximiser leurs profits. Maximiser leurs profits, on n'a rien trouvé de mieux que d'imposer la libre circulation des mouvements de capitaux pour que les entreprises, au lieu de faire fabriquer des produits industriels aux États-Unis d'Amérique ou en France ou en Allemagne avec des salaires, des charges sociales, etc., donc très protectrices et donc des coûts de revient très importants, si on a pu faire ça
au Vietnam, en Inde, etc., en Birmanie, en Thaïlande, en Malaisie, en Chine, etc., avec des salaires 20 fois inférieurs, tant mieux. Donc ça a permis de maximiser le profit à court terme des détenteurs de Et capitaux. on le paie sur le long terme. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ces pays, et notamment la Chine, ont accepté cet investissement venant de l'étranger avec des conditions qui étaient notamment les transferts de technologie et la maîtrise de 51% du capital. Je me rappelle, j'étais aux affaires, j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine. On avait été reçu par le président Jiang Zemin, qui était l'antéprédécesseur de l'actuel président Xi Jinping. Et à l'époque, la France essayait de vendre le TGV ou de vendre des Airbus. Bon. Mais il faut savoir qu'il y avait une espèce de course-poursuite entre le TGV de Alstom, donc français, fabriqué à Belfort, l'ICE de chez Siemens, fabriqué en Allemagne, et le Shinkansen japonais. Et donc, évidemment, les Chinois faisaient monter les enchères à celui qui donnerait le plus de transferts de techno. Pareil pour les Airbus versus Boeing. Et donc, la pensée de la mondialisation qui s'est cachée derrière est une pensée profondément, j'allais dire, raciste, au sens que les classes dirigeantes occidentales ont considéré qu'on allait refourguer le sale boulot à des peuples de couleur, les Chinois, les Indiens, etc., et que les Blancs seraient les caïds de la pensée. Eux, ils se concentreraient sur les activités financières, l'ingénierie financière, les activités d'assurance, l'électronique, le logiciel, etc. Le petit problème, c'est que lorsque Lehman Brothers, par exemple, fait faillite, il reste rien. Il reste un immeuble à New York et puis des bureaux vides. Voilà. Il reste rien. Et si vous avez laissé partir des chaînes de montage automobiles, les chaînes de montage automobiles, c'est un actif industriel considérable. Il faut des années, des décennies pour les reconstituer. Or, nous avons laissé passer tout ça en Chine. La Chine, maintenant, elle fabrique des avions sous licence Airbus. Elle fabrique, par exemple, Peugeot Citroën a une co-entreprise qui s'appelle Dongfeng. Dongfeng, ça veut dire le vent de l'Est en chinois. Ça se passe à Wuhan. Moi, j'y étais allé avec Chirac. Donc, on a favorisé ça. Mais il est évident qu'on a affaire, quand je dis raciste, je reviens là-dessus, on a affaire à des dirigeants occidentaux qui n'ont pas compris à qui ils avaient affaire. La Chine, c'est la plus ancienne. La Chine, c'est la plus ancienne civilisation du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons délibérément en Occident fait ça. Et maintenant, et c'est là où je suis... À la fois, je veux défendre les intérêts de la France et du peuple français, mais je n'aime pas être injuste. Et ceux qui sont à blâmer, ce ne sont pas les Chinois, ni les Indiens. Ceux qui sont à blâmer, ce sont ceux qui ont eu cette politique d'origine qui a en fait est revenu à jouer la maximisation des profits à court terme des détenteurs de capitaux contre l'intérêt de leur propre population et de leur propre pays.